Dans une série, hein, vraiment. On est quasiment dans une série. Hein, une mauvaise série. Alors donc, c'est pas une série Canal. Non, c'est pas une série Canal, mais ça pourrait le devenir, hein. parce que là, c'est Baron Noir, La Fièvre, il y a tout en fait. Oui, oui absolument. Mais il faut attendre les prochains épisodes, c'est loin de terminer. Alors, on commence par la gauche, si vous le voulez bien. On va se tourner vers Mickaël Dos Santos et Sacha Robin, qui sont devant le siège d'Europe Écologie Les Verts, où ça négocie extrêmement dur. D'abord, il y a une manifestation autour de vous. Mickaël, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez Laurence, il y a quelques minutes, un groupe d'une vingtaine de personnes du collectif Nous Vivrons est arrivé avec une banderole. Sur cette banderole, un message: l'antisémitisme n'est pas une promesse de campagne. Très vite, un groupe d'une trentaine de militants de gauche qui était présent et qui scandait depuis plusieurs minutes sous les fenêtres du siège d'Europe Écologie Les Verts des messages pour des négociations, pour accélérer ces négociations, sont venus leur faire face avec des cris comme « Palestine vaincra ». Pour le moment, ces deux groupes continuent de se faire face, mais la situation reste calme. Alors, à part cette manifestation, Mickaël, il y a des tractations évidemment qui se déroulent dans le siège d'Europe Écologie Les Verts. Qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi est-ce que ça n'a pas abouti ? Écoutez, pour le moment, pas de fumée blanche. Les négociations se poursuivent au sein du siège d'Europe Écologie Les Verts. Ici, on se montre optimiste. On évoque des avancées pour trouver un accord, pour s'unir au sein d'Afro Populaire. Selon nos dernières informations, aucun texte ne devrait être signé avant demain. Il faut dire qu'il y a quelques heures seulement, on évoquait encore des différends entre les chefs de file de la gauche, différends autour de l'attribution des circonscriptions entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. Les deux partis d'ailleurs qui s'accusent mutuellement d'être trop gourmands, des différends aussi autour du programme commun sur les moyens de défense attribués à l'Ukraine, sur la qualification du Hamas en groupe terroriste, ou encore sur le cas du député Adrien Quatennens. Enfin, chaque parti veut aussi avoir son mot à dire concernant le choix d'un éventuel futur Premier ministre. François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel se verraient bien à Matignon, mais là encore, aucun nom ne fait l'unanimité. Ce sujet, nous dit-on, devrait être abordé dès demain. Merci Mickaël Dos Santos avec Sacha Robin devant le siège d'Europe Écologie Les Verts. Éric Nolot, on avait commencé sur une note un peu plus gaie, on parlait d'un scénario de film, là c'est déjà beaucoup moins drôle. Hein. Oui, c'est moins drôle parce que c'est la braderie de tous les idéaux, de toutes les convictions contre le partage des sièges, et même des sièges à venir, mais même à venir ensuite après, puisque maintenant tout le monde, il y a déjà 3 candidats pour un seul siège de Premier ministre. Alors pour prendre juste un exemple anecdotique, donc maintenant, Madame Sandrine Rousseau, vous savez, ma femme politique préférée, n'a aucun scrupule à s'allier avec Adrien Quatennens. Moi, j'avais compris qu'il y avait un petit problème de violence conjugale et qu'il ne fallait pas qu'il revienne et qu'en tout cas, il était devenu infréquentable. Là, il n'y a vraiment plus de problème. Non, je prends ça par le petit bout de la lorgnette, mais c'est un exemple parmi 100 autres. Il y a tout le rapport à ce qui se passe à Gaza, en Israël, le rapport à l'Ukraine, l'économie, les conceptions économiques des uns et des autres qui sont opposées. Tout ça est soluble dans la petite magouille, la petite tambouille électorale. Alors, Eugénie Bastier, puis on va écouter Monsieur Attal. Ce qui est fascinant idéologiquement, c'est que les gauches irréconciliables n'ont cessé de s'éloigner année après année. Il y a plusieurs sujets. Il y a la question de l'Europe qui les éloigne. Il y a la question économique, puis certains sont complètement anticapitalistes, d'autres acceptent l'économie de marché. Il y a la question de la laïcité, du communautarisme. Évidemment, la réaction passe après Charlie Hebdo. C'est à ce moment-là que Manuel Valls avait parlé de gauche irréconciliable sur la position sur la laïcité. Et là, on a une 4e faille qui s'est ouverte le 7 octobre sur Israël et sur la question de comment qualifier ce qui s'est passé le 7 octobre. Ah, oui. Et donc, j'allais dire, la fracture n'a jamais été aussi béante entre les gauches irréconciliables. Et pourtant, le Front populaire pourrait être plus large qu'en 2022 lors de la NUPES. C'est ça qui est absolument fascinant, c'est l'esprit de discipline à gauche. Quand il s'agit de faire l'union, eh bien, les désaccords, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, vous connaissez le vers d'Aragon, eh bien, c'est exactement ce que la gauche applique avec une discipline assez impressionnante, il faut le dire. Alors, on va écouter Gabriel Attal qui fustige cet accord de la gauche comme étant l'accord de la honte. Écoutez-le, il était en déplacement pour les législatives. Je me désole que cette recomposition se fasse dans ce sens-là. Je me désole de voir que le Parti socialiste, dont j'ai été membre, fasse aujourd'hui un accord de la honte avec la France insoumise. Après avoir expliqué par ailleurs pendant toute la campagne des Européennes aux Français qu'après les élections européennes, il n'y aurait pas de retour à la NUPES, parce que M. Mélenchon n'était plus fréquentable.
Et Yohann Usaï, effectivement, c'est un vrai point qui est extrêmement compliqué à gérer pour l'instant. Non, mais il faut que tout le monde prenne une minute pour réaliser quand même que le Parti socialiste est en train de négocier avec la France insoumise pour que soit inscrit dans un texte commun que le Hamas est une organisation terroriste. C'est cela qu'ils sont en train de négocier. Pardon, mais pour un parti républicain, un ancien parti de gouvernement qui a été un grand parti, le Parti socialiste, ça ne devrait pas être un point de discussion, ça ne devrait pas être un point de négociation, ça devrait être un préalable à toute négociation. Si la France insoumise n'est pas capable de reconnaître ça, le Parti socialiste ne devrait même pas s'engager dans des négociations. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Et Gabriel Attal utilise une expression qui est très juste, ce sont effectivement des accords de la honte. J'entends Olivier Faure, tout sourire, très content de lui, dire « Ah non, mais ça n'est plus la NUPES, ça n'existe plus, maintenant c'est le Front populaire. » C'est tout à fait différent. Il a raison, c'est très différent. Le Front populaire, c'est la NUPES en pire, parce que maintenant, c'est en plus un groupe de partis rejoint par le nouveau parti anticapitaliste, si vous voulez. Absolument. Alors, on verra ce qui ressort exactement de toutes ces négociations qui sont en cours. On va juste écouter M. Bompard, Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, qui était notre invité ce matin sur CNews et Europe 1, justement au sujet de cette question de l'antisémitisme. L'objectif de ces élections, c'est de confier au peuple français un mandat à un gouvernement pour pouvoir agir pour la paix en Ukraine et la paix à Gaza. Et dans notre discussion programmatique, nous avons des points d'accord. Nous sommes par exemple tous d'accord pour dire qu'il faut reconnaître l'État de Palestine. Nous sommes par exemple tous d'accord pour dire qu'il faut décréter un embargo sur les livraisons d'armes pour que s'arrêtent les massacres et les points de désaccord, à Gaza. Eh bien, les points de désaccord, ça fait l'objet des discussions et vous verrez bien à la fin, mais nous sommes tous d'accord aussi, madame, pour dire condamner, que le Hamas est une organisation terroriste. Condamner les massacres terroristes qui ont été commis par le Hamas. Non, le Hamas est un groupe terroriste ou pas? Madame, je vous ai répondu 15 fois. Bah non, je ne vais pas. Mais si, je vous ai répondu avec les mots qui sont les miens et je crois qu'ils ont été clairs à l'écoute pour tout le monde. C'est clair? Jean-Sébastien Ferjou? Non, mais la France insoumise est dans une ambiguïté là-dessus, et encore plus, comme Yohann Usaï vient de le souligner, en acceptant ce que le PS feint de ne pas voir, parce que le PS nous dit que le NPA n'est pas présent dans cet accord. Mais s'il semblerait qu'il y ait des circonscriptions où il puisse y avoir des candidats NPA, qui avaient dit le lendemain du 7 octobre qu'il fallait soutenir les Palestiniens dans les moyens de lutte qu'ils et elles, si je me souviens bien, c'est leur manière de parler, c'était choisi. Donc c'est-à-dire qu'il fallait les soutenir dans le pogrom comme moyen de résistance. Donc c'est évidemment insoutenable, évidemment qu'il y a une ambiguïté de la France insoumise dessus. Après, moi, ce qui me fait rire, rire jaune, quand j'entends M. Bompard, c'est, oui, admettons qu'ils soient d'accord sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Bon, ils le disent le premier jour. La France reconnaît la Palestine. OK, what's next? Ils veulent un embargo sur les armes. OK, mais après, il se passe quoi? En théorie, il y a 3 ans, En théorie, il y a 3 ans. Après, il se passe quoi? Sur quoi d'autres sont-ils d'accord? C'est vrai. Ils sont d'accord sur quelle mesure de politique économique concrète? C'est pas le sujet, Jean-Sébastien. Mais bien sûr, pour les Français, c'est le sujet. Mais je suis d'accord avec vous. Bien, ils s'en fichent qu'il y ait quelques circonscriptions de la France insoumise le vote Gaza, on l'a vu, était efficace. Enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup de Français qui votent par rapport à leurs impôts, le pouvoir d'achat, l'insécurité et d'autres considérations. Non, mais déjà, je remercie Yohann Usaï, parce que c'est important de savoir de quoi on parle précisément. Et effectivement, c'est pas des petits sujets. On parle pas de différence de programme sur 1 ou 2 points de TVA en plus. Enfin, c'est des sujets fondamentaux et graves. Ensuite, moi, je pense que tout ça, malheureusement, ne les intéresse assez peu. Et moi, je suis fasciné par cette capacité, réelle, mais objectivement, c'est pas ironique, fasciné par cette capacité de la gauche à soudainement être capable de faire abstraction de quasiment tout pour avoir le maximum de députés. Ils ont cette capacité que la droite n'a absolument pas. Il y a cette culture de la discipline qui est phénoménale. Je trouve que, d'ailleurs, la droite devrait prendre des cours à gauche. Juste Vincent Roy, vous vouliez aussi me parler de la tribune d'Ariane Nouchkine. Mais alors, restons positifs, Laurent. Il y a une gauche lucide. Peut-être. Ça vient de loin. Écoutez, cet après-midi, dans Libération, repris par Le Monde, Ariane Nouchkine, la fondatrice du Théâtre du Soleil, qui a aujourd'hui 85 ans, s'interrogeait sur l'attitude à avoir en tant qu'artiste face à un éventuel gouvernement RN. C'est une tribune, je le rappelle, de Libération, reprise par Le Monde. Alors écoutez ce qu'elle dit. Parce que Ariane Nouchkine, quand même, pas n'importe qui. Et comme on le disait avec Éric Nolot en off, ça vient de loin quand même pour... Qu'est-ce qu'elle dit? Ça vient de l'extrême gauche. Alors elle dit, je nous pense en partie responsables, nous, gens de gauche, nous, gens de culture. On a lâché le peuple, on n'a pas voulu écouter les peurs, les angoisses. Quand les gens disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient, qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Ce n'était qu'un sentiment trompeur, leur disait-on, puis... Comme ils insistaient, on leur a dit qu'ils étaient des imbéciles. Puis, comme ils insistaient de plus belle, on les a traités de salauds. Alléluia.
Alléluia. La lumière vient sur le tard, mais elle vient. Non, mais que la lumière soit, voilà, le soleil. C'est insensé. Le soleil. Venant d'elle, c'est vraiment un événement. C'est un Ça peut événement. paraître peu de choses, mais... C'est pour ça que ça me paraissait important de le signaler. Vous avez raison de me l'avoir signalé. Et Yona avait demandé la parole. L'antisémitisme est déjà serait une raison évidemment suffisante pour condamner cette union-là, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la brutalisation de la vie politique dont parlait Raphaël Glucksmann. La brutalisation de la vie politique en sciences politiques, c'est quoi? C'est la stratégie des fascistes dans les années 30. C'est ça dont il estime avoir été l'objet, lui. Il y a les massacres, des effigies. Vous vous souvenez, Thomas Porte jouant avec la tête d'Olivier Dussopt sur un ballon, les pendaisons symbolique. Il y a le fait de ne pas respecter le Parlement, une forme d'anti-parlementarisme. Il y a la police tue. Ben oui, mais tout ça, ce sont la somme de raisons qui rendent cette alliance moralement insoutenable. Elle est longue. Avant la pause. Non, mais je voulais juste, c'est anecdotique, vous allez me dire, mais ils ont quand même réussi à dire, la France Insoumise a réussi à dire, sans rire, tout à fait sérieusement, que l'une des premières mesures qu'ils prendraient s'ils arrivaient au pouvoir, ce serait la réintégration de Guillaume Meurice à France Inter. Non, mais ils l'ont dit sans rire, si vous voulez. C'est fondamental. L'une des premières mesures prises par le Front populaire. Non, mais c'est une conception de l'exercice du pouvoir en plus, parce que c'est eux qui décideraient quel est l'humorisme de France Inter. Ça promet, oui. Bon, en tout cas, on va se faire une petite pause et on se posera la question, qu'est-ce que les hommes politiques, quand on leur pose la question, si au second tour, il y a un bulletin RN, un bulletin France Insoumise, Nouveau Front populaire, qu'est-ce que vous faites? François-Xavier Bellamy a répondu. Vous entendrez sa réponse dans un instant. Il est 18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Et vous, que feriez-vous si au second tour des législatives, vous aviez un bulletin du Rassemblement national et un bulletin du Nouveau Front populaire? C'est la question qu'on pose à tous les hommes et femmes politiques qui passent sur nos plateaux. Ce matin, François-Xavier Bellamy était l'invité de Pascal Praud sur Europe 1. Écoutez ce qu'il a répondu. Je fais barrage, évidemment, à la France insoumise et cette alliance de la gauche. Le vrai sujet, c'est de soutenir nos candidats au premier tour et ils sont, je n'ai pas peur de le dire, à tous les électeurs qui nous écoutent, le meilleur rempart contre la France insoumise. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a dans beaucoup de circonscriptions en France la possibilité de gagner face à des candidats macronistes pour sortir la France de cette majorité qui aujourd'hui est en train de la mettre dans le mur et face à l'extrême gauche. Et des candidats, je crois qu'on est plus fort au premier tour quand on est capable de faire valoir notre ligne avec clarté, avec constance, avec fidélité. Aujourd'hui, notre défi, c'est de réussir à faire en sorte d'éviter que la France ne tombe dans les mains de cette alliance d'extrême gauche. Voilà pour François-Xavier Bellamy. On va écouter aussi très rapidement Gérald Darmanin qui, lui, a dit qu'il ne voterait pas à la France Insoumise. Écoutez-le. Moi, je ne peux pas voter pour un candidat de la France Insoumise puisque je crois que leur trahison sur les valeurs profondes de notre pays, sur les policiers et les gendarmes dont ils tirent dans le dos, moralement et politiquement, est inacceptable. Et la façon dont ils utilisent les drames géopolitiques et notamment le Proche-Orient est à vomir. Voilà pour Gérald Darmanin, là aussi chez Pascal Praud. Eugénie Bastier, après on partira sur le moi je pense que François-Xavier Bellamy a raison de défendre l'existence d'un parti de droite traditionnel à droite et de dire que les LR ont leur place dans la démocratie, qu'il ne faut pas qu'il y ait un face-à-face à jamais. Il y a des blocs, effectivement, de droite, de gauche, je l'ai dit, mais ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir une absorption totale au Rassemblement national. Je ne pense pas, d'ailleurs, c'est ce que voulait Éric Ciotti. Simplement, j'ai du mal à comprendre pourquoi, si c'est pour se rallier d'avance au RN au second tour, personne ne lui a... Enfin, je pense que l'alliance, la coalition est naturelle en démocratie. La démocratie, c'est normalement, dans toutes les démocraties, d'ailleurs, matures d'Europe, il y a des coalitions qui se font, qui se défont. En France, on a ce système effectivement majoritaire qui fait que on n'a pas cet esprit de compromis, de coalition. L'alliance entre LR et le RN ne ferait pas disparaître totalement l'étiquette LR. C'était pas ça dont il était question. Il y aurait eu sans doute des candidats LR au premier tour dans énormément de circonscriptions. Ça affaiblit quand même un petit peu le parti. Mais regardez le PS. Le PS est rentré dans la NUPES en 2022. Glucksmann a fait 14% aux européennes. Et à droite, c'est pas du tout la même logique à gauche. Ça n'a pas tué le PS. Ça n'a pas tué le PS. Mais bien sûr, mais à gauche, la NUPES n'a pas tué le PS. Je vois pas pourquoi une alliance. Parce qu'à gauche, ils sont prêts à beaucoup plus de choses, de contorsions et de compromis qu'à droite. Regardez, tout le monde a dit quand le PS est rentré dans la NUPES, ils allaient disparaître. Résultat, Glucksmann fait 14%, soit 2 fois plus que Bellamy. Alors, Éric Nolot, puis après on part voir le miracle de la gauche. ce qui se passe chez les LR. Bien sûr. Moi, j'écoutais François-Xavier Bellamy, je me demandais si c'était la même personne ou un homonyme que l'autre, François-Xavier Bellamy, qui refusait l'alliance. Moi, je me place
je me place du point de vue d'un électeur LR, c'est impossible à comprendre. En fait, c'est inaudible. C'est il se dit, compliqué. c'est pas possible. Ah mais Le même nous dit, ils mangent du l'alliance, popcorn c'est pas là, ils possible, mangent du c'est la fin. popcorn, ils sont Oui, au cinéma. c'est- Je vous le redis. c'est la fin du monde. Et en même temps, il dit non, pas question d'alliance, mais en fait, s'il est au deuxième tour contre quelqu'un d'autre, c'est lui que je choisis. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible. Je pense que le message ne passe pas. Je pense que l'électorat LR est très Vous êtes d'humeur divisé. contrariante aujourd'hui, Il y a toute une Jean Sébastien. Et je pense que les électeurs LR aussi sont contrariés, surtout plus que contrariants. Je pense qu'il y en a une partie qui effectivement soutiennent Éric Ciotti parce qu'ils considèrent que c'est la logique des choses, et il y en a une autre qui, pour des raisons sociologiques, notamment parce qu'ils s'inquiètent du programme électoral, ou parce qu'ils considèrent, parce qu'ils voient aussi la réalité de LR, c'est aussi des présidents de conseils départementaux, régionaux, des mairies, etc. Il y a toute une partie, et je pense que si on a des sondages qui sortent sur l'opinion, vous verrez que c'est très partagé et peut-être même plutôt en faveur de la position de François-Xavier Bellamy. Et je pense que s'il l'a fait, c'est précisément parce qu'il avait les éléments en question. Je pense qu'il y aura des sondages qui vont sortir. Élodie Huchard se trouve devant le siège des LR. Bonsoir, avec Fabrice Elsner. Élodie, où est-ce qu'on en est très précisément? Voilà, il est 18h22. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle du côté des LR? Bureau politique convoqué en visioconférence. Les Républicains ont donc appris qu'il n'y aurait pas de bureau politique ce soir, mais plutôt demain matin pour une durée brève. Pourquoi ? Parce que, vous le disiez, Éric Ciotti a déposé un recours et donc il aura lieu demain matin. Donc les Républicains ont préféré patienter. Alors évidemment, tout le monde était prêt à recevoir les codes de connexion. Et puis surtout, c'est un stress supplémentaire pour les futurs candidats qui vont donc de nouveau perdre une journée de plus de campagne puisqu'ils ne savent toujours pas comment vont se dérouler réellement les investitures pour eux. Il y a aussi un rendez-vous judiciaire, c'est ça demain, Élodie ? Oui, exactement, puisque Éric Ciotti a contesté la décision et la tenue même du bureau politique hier. La décision sera donc rendue demain matin pour savoir si oui ou non ce bureau politique était valable. Il y a peu de doute d'ailleurs sur le fait que la décision ne soit finalement pas valable parce qu'elle ne respecte pas les statuts du parti, d'où la volonté de faire un nouveau bureau politique parce que celui-là est fait dans le cadre des statuts des Républicains. Mais peut-être que pour tenter d'avoir une tension un peu moindre, les Républicains préfèrent attendre un peu moins de 24 heures de plus. Merci beaucoup, Élodie Huchard. Sur place avec Fabrice Elsner. À l'instant, on a aussi les résultats définitifs des élections européennes, selon le ministère de l'Intérieur. Le Rassemblement national est donc à 30%. Renaissance et le PS à égalité à 13%. Non, c'est en termes de sièges. En siège, pardon, vous avez raison. LFI, 9 sièges. LR, 6 sièges. Reconquête Europe Écologie Les Verts, 5 sièges. Non, mais on ne parle plus du tout des européennes, accessoirement. C'est fini. Plus personne ne s'intéresse aux européennes. Vraiment parlé, juste en fait, absolument majeur, mais bon. Non, quand même, c'était un peu important. Ouais, je sais bien. Yohann Usaï. C'était important naturellement, mais la déflagration politique qui a suivi dans le quart d'heure après les résultats, évidemment, a tout emporté. A écrasé tout. Ça a balayé même la victoire, le succès de Raphaël Glucksmann, qui est vraiment le dindon de la farce de cette histoire. Et il était évident que... Pour rester poli. Comment ? Pour rester poli. Oui, pour rester poli, parce qu'effectivement... Mais parlons des LR aussi un petit peu, parce que là, quand même, c'est... Parlons des Républicains, naturellement. Vous vous rendez compte d'abord que le Rassemblement national, par exemple, fait ses premiers déplacements de terrain demain. Ça y est, tout le monde est en campagne, on commence à imprimer les tracts, etc. Et les Républicains, sont bloqués. Vous ne pouvez même pas commencer à envoyer les tracts à l'imprimerie, parce que vous ne savez pas si vous allez avoir le droit de mettre le logo Les Républicains dessus. Les investitures ne sont pas bouclées, alors qu'il faut déposer tout cela avant dimanche. Donc ça risque quand même de poser des problèmes le jour du vote, parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure certaines élections seront contestées parce que des candidats auront été soutenus alors que le parti n'avait pas le droit de le faire. Enfin, ça peut véritablement poser des problèmes juridiques graves, y compris le jour du vote et dans les résultats. Donc tout cela aura des conséquences sur le scrutin du 30 juin prochain. Au-delà de tout, de toute façon, effectivement, on ne peut pas comprendre l'attitude de M. Bellamy qui refuse la voie Ciotti pour après aller nous dire « bon, c'est absolument incompréhensible ». Et d'un autre côté, je veux dire, aux européennes, ça a donné 7,2. Et Éric Ciotti vous dit, moi j'ai trouvé qu'il avait fait une belle campagne, mais que c'était pas beaucoup et qu'on n'existait pas vraiment. Alors c'est pour ça que j'ai plongé dans la voie RN. Mais à mon avis, Monsieur Bellamy aurait été bien inspiré de faire comme Monsieur Glucksmann, c'est-à-dire de s'enfuir à Bruxelles et de ne plus dire mot, puisque là il est totalement démonétisé d'une certaine façon. Louis Dragnel. Non, simplement, il y a le problème des LR pour des raisons qui ont été très bien expliquées, mais il y a aussi un problème au sein de la majorité, parce que Édouard Philippe n'est pas d'accord avec François Bayrou, ils ne sont pas d'accord entre eux avec Emmanuel Macron. Et je vous donne un exemple. Édouard Philippe veut que tous les candidats qu'il investit avec son parti Horizon portent sa photo sur les affiches électorales. Sauf que c'est pas du tout du goût d'Emmanuel Macron. Et Édouard Philippe envisage même d'investir tout seul des candidats Horizon.
contre des candidats qui pourraient être investis par le MoDem ou la majorité présidentielle. Et vous aurez pareil des histoires de double appartenance. Donc je vous assure, en fait, ce qu'il y a, c'est que 2027 est dans toutes les têtes de ces élections législatives. Et donc, Édouard Philippe aussi pense à la suite, essaye d'être maximaliste. Aujourd'hui, il a 58 circonscriptions dans l'accord qu'il a avec Ensemble, c'est-à-dire tous les partis de la majorité présidentielle. Mais il en veut beaucoup plus. Ça ne le satisfait absolument pas. Donc, vous allez voir, ça va être le prochain feuilleton. Surtout Jean-Sébastien Ferjou. son autonomie financière. Parce que les députés actuels ça rapporte combien, de la majorité en fait, au parti par voix au premier tour, je sais €1,60. Il va avoir l'autonomie financière parce qu'au journal officiel, le parti Horizon est sorti. Alors allez-y, Jean-Sébastien. Jusqu'à présent, les candidats de la majorité présidentielle avaient été élus ensemble et donc la clé de répartition financière était fixée une fois pour toutes. Là, Édouard Philippe casse cet accord-là parce qu'il veut récupérer en son nom. Ça ne casse pas forcément le nom de députés. Il veut la cagnotte. Et comme je vous le disais tout à l'heure, des négociations, c'est pour ça que François-Xavier Bellamy, je ne suis pas tout à fait d'accord, enfin pas plus lui que les autres, il n'est pas totalement démonétisé. Il y a des accords qui se négocient aussi à l'heure actuelle entre LR et d'autres partis. Yael Braun-Pivet dans les Yvelines, il y a un accord avec les LR. On peut tourner dans tous les sens qu'on veut. Des accords, il y aura des accords locaux. Mais bien sûr, parce que LR tient un message national d'autonomie sur le terrain. Évidemment, comment ça se joue? Parce qu'il y a des tas de stratégies différentes. Vous pouvez avoir un accord en disant, tiens, je te mets une tange dans ta circonscription. Mais vous rigolez, Laurence, mais c'est ce qui s'est passé. Non, c'est le mot tange qui m'a fait rire, Sébastien. C'est comme ça qu'ils parlent entre eux. C'est comme ça qu'ils parlent entre eux. Regardez nous, on parle pas comme ça, nous. Regardez qu'est-ce qui s'était passé avec Éric Ciotti. Le RN, parce qu'il y avait un deal avec Éric Ciotti déjà en 2022, avait envoyé la reine du Pambagna, ou celle qui fait le meilleur Pambagna de la Côte d'Azur, comme candidate face à Éric Ciotti. C'était le moins bon score, parce que tout le monde savait que c'était la moins bonne des candidates. Ça a été le moins bon score des Alpes-Maritimes, parce que Éric Ciotti avait dealé. Tout comme la semaine dernière, il essayait de dealer avec la majorité, parce qu'il voulait être ministre d'Emmanuel Macron. Donc je ne sais pas qui est vraiment démonétisé dans tout ça. Mon Dieu. Allez, un tout petit mot quand même des Français, hein, parce que ça les intéresse. Que je le disais, ils sont en train de manger du popcorn, mais ça ne les fait pas forcément rire. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ce qui s'est passé depuis dimanche soir? Écoutez leur réaction à Nantes. C'est pas mon spectacle préféré, vraiment pas. C'est pathétique. Donc, est-ce qu'on s'en étonne? Pas vraiment. Est-ce qu'on s'en désole? Certainement. Mais il faut continuer à y voter, effectivement, parce que c'est important d'exprimer sa voix, quelle que soit sa voix d'ailleurs, et ça fait partie de son devoir de citoyen, tout simplement. Actuellement, je ne peux même pas vous dire pour qui je vais voter, j'en ai aucune idée. Mais sinon, oui, il faut aller voter. En 2 mots, c'est le bordel et il faut y aller voter. J'ai l'impression que ça va tendre encore plus les différentes forces en présence. Je suis assez inquiète pour la suite. Personnellement, je vais évidemment aller voter pour faire barrage, comme on dit. Voilà, inquiète pour la suite, dit cette dame. Yohann Usaï, on la comprend, parce que pour l'instant, avant de retrouver ses repères dans tout ce qui se passe, dans le magma des négociations, ça va être... Mais je crois que les Français ont raison d'être inquiets, parce que quel que soit le résultat en réalité du 7 juillet prochain, nous allons probablement, au-delà d'une crise politique, mais qui peut même se transformer en crise de régime. Parce que si le Rassemblement national obtient une majorité, qu'elle soit relative ou absolue, et accepte d'aller à Matignon, ce sera une cohabitation extrêmement difficile, bien plus difficile que la cohabitation entre Lionel Jospin et Jacques Chirac, par exemple, où il y avait quand même une entente qui était possible. Il y avait une forme de respect même entre les deux hommes. Là, ça ne sera pas le cas du tout. Ça va être une guerre terrible entre Matignon et l'Élysée, et les institutions, quoi qu'on en dise, ne sont pas prévues pour cela. Donc ce sera une crise de régime, et s'il n'y a pas de majorité, si aucun gouvernement n'est capable de sortir des urnes le 7 juillet prochain, ce sera aussi une crise de régime. Mais il y aura forcément il y aura des alliances, il y aura un gouvernement. Ça va dépendre de ce qui sort des urnes. Si vous avez trois blocs à part égale et l'Assemblée est divisée en 3 tiers, ça sera extrêmement difficile de faire sortir un gouvernement de ces résultats-là. Donc il n'est pas impossible, s'il n'y a aucune majorité qui se dégage, qu'un gouvernement, le gouvernement actuel, reste en place pour gérer les affaires courantes. Mais ça sera effectivement un blocage. Ce sera au président de la République là de se poser les bonnes questions, puisque c'est son choix. Bien sûr. Enfin, les Français, bien sûr, ils sont pas contents, mais ils ont quand même élu 2 fois Monsieur Macron. La première fois, ils auraient dû comprendre, ils en ont remis une couche la deuxième fois. Il leur avait dit, le même Monsieur Macron, vous verrez avec moi, vous n'aurez pas le Rassemblement national. C'est une très belle réussite. Éric Nolot, je vous vois sourire, mais tristement. C'est un petit sourire triste que vous avez. Moi, en réalité, tout ce dont on parle comme commentateur politique, ça m'intéresse, ça me passionne, mais le citoyen se désespère. C'est vrai qu'il n'est pas question de la France, j'ai l'impression,
qu'on est sur le Titanic et qu'il y a une querelle d'ivrogne autour du bar pour se distribuer les dernières bouteilles pendant que le bateau coule. Moi, ça m'attriste. Je me dis qu'on comprend enfin ce que ressentaient les Romains pendant la chute de l'Empire. C'est-à-dire quelque chose qui coule, que personne, en fait, ne veut absolument, ne souhaite ça, mais chacun y contribue. Personne ne sait l'arrêter, en fait. Moi, je suis d'accord avec vous, Éric. La démocratie, c'est pas le ronron des technocrates, c'est aussi la politique, c'est aussi des débats, c'est aussi des élections qui sont parfois difficiles avec du clash, avec des débats qui sont forts. C'est ça aussi la démocratie. Moi, je me réjouis que notre pays soit animé effectivement de convictions différentes, c'est le retour de la politique aussi. On assiste au retour de la politique, d'un clivage droite-gauche qu'on a prétendu effacer, gommer, en disant voilà, ce sont les technocrates qui vont gouverner. On assiste au retour de la politique. Je suis pas sûre que ce soit une mauvaise chose pour notre pays. Et il y aura enfin peut-être des choix clairs, des caps qui seront pris. Et moi, je n'adhère pas à cette logique qu'Emmanuel Macron a voulu installer, c'est-à-dire moi ou le chaos. Cette logique est mortifère. On l'a vu dans sa conférence de presse hier, il essaie d'imposer toujours ce récit. C'est la dernière carte qui lui reste. Si vous votez pour le RN, ce sera le chaos. Regardez, les taux s'envolent. Regardez, ce sera le chaos financier. C'est un argument qui peut être entendable, mais je rappelle tout de même que sous le quinquennat, les 7 ans que nous avons vécu avec Emmanuel Macron, il y a eu un nombre d'émeutes dans la rue, que ce soit les gilets jaunes, les agriculteurs, les banlieues, qui ont été quand même... Il y a eu du chaos. Économie, sécurité, immigration, c'est globalement ce qui préoccupe le plus les gens aujourd'hui. On l'a entendu encore. Globalement, le bilan n'est pas bon pour Emmanuel Macron. Mais c'est la dire. Jean-Sébastien. Les gens se disent pourquoi est-ce que Marine Le Pen ou Jordan Bardella feraient pire. Le cirque auquel nous assistons, Valérie Pécresse en train de se relever les manches, comme si elle était Terminator pour aller déloger Éric Ciotti. Bref, il y a des trucs qui sont complètement lunaires. Je comprends votre point de vue de ce point de vue-là. Mais là, la question politique fondamentale qui se joue, c'est il y a des gens qui considèrent que ça ne peut plus durer comme ça sur l'immigration et sur la montée de l'insécurité ou sur les problèmes d'intégration, notamment vis-à-vis de l'islamisme. La question, c'est quel prix sommes-nous ou quel prix les Français sont-ils prêts à payer pour avoir cette politique-là ? C'est fondamentalement ce qui est en train de se jouer. Et la division par rapport au LR, en tout cas au sein de LR, elle est celle-là. Est-ce qu'on continue à mettre dans la balance, préserver son assurance vie, préserver, je sais pas quoi, la crédibilité financière de la France, ou est-ce qu'on regarde, et c'était du reste ce que disait Éric Zemmour, on peut être face à un clivage civilisationnel et considérer que l'urgence civilisationnelle justifie qu'on se préoccupe moins d'autres aspects. Le dernier mot, Vincent Roy, après c'est le journal. Non, c'est oui, peut-être une remarque, parce que vous avez fait votre édito en terminant par français, encore un effort. Et évidemment, ça me fait penser à la phrase de Sade qui décrit sous la terreur, français, encore un effort si vous voulez être républicain. Et je crois qu'il faut que les Français fassent des efforts là quand ils vont aller voter le 30, parce qu'il faut que cette situation cesse. Allez, Simon Guillain, il est 18h33 à l'heure du rappel des titres de l'actualité.